Bienvenue au balado Le patrimoine vie, où on explore et on remet en question ce qu'est le patrimoine et sa place dans notre monde d'aujourd'hui. Dans ce balado, nous discuterons avec des spécialistes du domaine du patrimoine, entre autres, pour comprendre comment le patrimoine peut nous aider à vivre conscient, attentif et avec intention. Je suis votre hôte, Patricia Kell, directrice générale de la Fiducie nationale du Canada. Ce balado est enregistré à Ottawa, sur le territoire traditionnel du peuple Algonquin-Anishinaabe. La Fiducie nationale travaille sur les territoires traditionnels de nombreux peuples autochtones à travers les terres que nous appelons aujourd'hui le Canada. Dans cet épisode, nous discutons du lien entre la conservation du patrimoine et l'inclusion avec Parker Ma, directeur des programmes et opérations de la Fondation GIA à Montréal. Parker Ma est un Montréalais de quatrième génération d'origine toisonnaise établi à Tiohtià:ke. Artiste multimédia, musicien et DJ, son œuvre diversifiée aborde les thèmes et réalités de la migration, de l'hybridation et de l'identité. Il est également actif dans différents espaces culturels et activiste en tant que commissaire, modérateur, formateur et organisateur communautaire. Il est membre fondateur des Chinois progressistes du Québec et de la Fondation GIA. Il a co-animé le long-métrage documentaire Être chinois au Québec avec Bethany Orr. Il a également travaillé en tant que commissaire et directeur artistique pour 2 expositions majeures sur le quartier chinois, produites par le Centre des mémoires montréalaises. Bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais commencer en parlant un peu de vous et votre travail. Donc, qu'est-ce que c'est la Fondation GIA? La Fondation GIA est un organisme à but non lucratif incorporé au Québec et dont la mission est d'entretenir et de promouvoir le patrimoine culturel du quartier chinois, surtout à Montréal, mais aussi par extension d'autres quartiers chinois partout sur l'île de la Tortue, à travers l'éducation. Donc, on fait beaucoup de travail avec des universités, avec des groupes scolaires, avec la population générale aussi, à propos des différents aspects de la culture chinoise, de l'histoire du quartier chinois aussi. On le fait aussi à travers l'activation des espaces. Donc, on sait qu'il y a des espaces sous-utilisés, beaucoup d'espaces sous-utilisés dans le quartier chinois. Donc, on essaie de réinvestir ces espaces-là et montrer à la communauté, à la population, l'importance de ces lieux. Et aussi, récemment, on a ajouté ça à notre mission, mais ça fait partie intégrante, un des piliers de notre mission, c'est de développer des approches immobilières communautaires. Donc, c'est possible qu'il y a des écouteurs qui ne connaissent pas bien l'histoire du quartier chinois à Montréal. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment on arrive à où on est maintenant? La version longue ou la version courte? Le quartier chinois à Montréal est un quartier qui a une longue histoire qui date plus que 100 ans. C'est un quartier historique et un des 3 quartiers historiques, des quartiers chinois historiques au Canada qui préservent leur emplacement d'origine. C'est-à-dire que là où vous voyez le quartier chinois aujourd'hui à Montréal, c'est vraiment l'emplacement où ça a toujours été. Contrairement à, par exemple, Toronto, qui a vu le quartier se faire déplacer par des projets de, entre guillemets, renouvellement urbain. Et donc, le quartier chinois original n'existe plus. Donc, c'est un quartier qui a été animé par des immigrants chinois
surtout des immigrants qui venaient de l'Ouest canadien, qui sont venus s'installer et vivre, je dirais, difficilement, dû aux lois et aux politiques discriminatoires qu'il y avait à l'époque, dont la taxe d'entrée et la loi d'exclusion, qui a, en plus d'être un fardeau financier, on pourrait dire, un fardeau financier pour ces immigrants, était une période de beaucoup de stress, ils ont vécu beaucoup de discrimination, ils ont vécu aussi des séparations familiales dû au fait que la loi ne les permettait pas d'amener leur famille, souvent leurs femmes et leurs enfants. C'était une société de bacheliers, donc d'hommes qui étaient venus pour trouver une meilleure vie, pour gagner leur vie ici, dans l'espoir d'éventuellement amener leur famille. Ce n'était pas possible, malheureusement, dû aux lois. Avant l'abrogation de la loi de l'exclusion en 1947, même à cette époque-là, c'était pas porte grande ouverte. Il y avait beaucoup de barrières encore, barrières à l'emploi, barrières à l'éducation, mais tranquillement, ça a commencé à changer. Là, je vais très très vite, là, mais le quartier chinois à Montréal a vu vraiment des gros changements, et dans le sens négatif, je dirais. Dans les années 60, dans les années 70, on voit le quartier se faire clôturer par des projets d'infrastructure, des projets encore une fois, entre guillemets, renouvellement urbain, promulgués par l'administration à l'époque. Donc, on voit autour de la même époque la construction du complexe des Jardins, l'édifice Hydro-Québec. Ensuite, il y a l'autoroute Ville-Marie au sud. Ensuite, vers les années 70, on sait que le complexe Guy Favreau, qui était un complexe fédéral proposé, eut comme résultat l'appropriation des terres, à peu près un tiers de la superficie du quartier chinois actuel à l'époque, pour bâtir ce complexe fédéral. Donc, c'était vraiment un coup dur pour le quartier. Il y avait des commerces, il y avait une école, il y avait l'église presbytérienne, il y avait l'église pentecostale, il y avait l'usine Wong Wings, il y avait bien sûr beaucoup de logements, il y avait une cour d'école, il y avait tout le complexe communautaire de l'église catholique qui était détruit, complètement détruit pour construire le complexe Guy Favreau. Donc ça a été un coup dur pour la communauté. Si ce n'était pas assez, il y avait ensuite la construction du Palais des Congrès, suivi par l'agrandissement de la rue Saint-Urbain, qui a encore eu comme résultat la destruction et le déplacement d'une grande partie des maisons et des commerces qui étaient actifs. Puis, ils avaient les projets d'infrastructure avaient comme résultat de vraiment rendre difficile la vie communautaire. Ce sont des institutions menacées par des influences, menacées par la gentrification, la spéculation immobilière, par une apathie, je dirais, politique envers le quartier chinois, qui fait en sorte que c'est quand même un quartier qui est appauvri institutionnellement et culturellement, malgré l'histoire et la culture du quartier. Il n'y avait pas de grande offre culturelle depuis quelques années. Donc, voilà, j'ai sauté beaucoup de choses, mais comme je fais des visites du quartier chinois de Montréal qui durent 1 heure et demie,
J'essaie de me limiter un petit peu là, mais il y a tellement de choses à raconter sur le quartier. Donc, j'ai fait un résumé très, très bref, mais voilà. Donc, d'après cette histoire, on a maintenant, aujourd'hui, on a comme le noyau de la communauté historique. On a encore des emplacements, on a encore un endroit qui est le quartier chinois. Et, avec cet endroit menacé, la Fondation GIA a été établie. Et donc, est-ce que tu pourrais parler un peu de cet établissement? Donc, pourquoi on a décidé de fonder la Fondation GIA? La décision a été prise par des personnes qui étaient déjà très impliquées dans le quartier chinois via un projet qui s'appelait le groupe de travail sur le quartier chinois ou le GTQC. C'était un collectif assez loose, il n'y avait pas vraiment de structure formelle. Quand on a vu le quartier chinois un petit peu en danger après la fermeture du YMCA et ensuite après la faillite du Centre culturel chinois vers 2016-2017, certaines personnes ont sonné l'alarme. Et il y a eu un groupe ad hoc qui a été formé qui s'appelait le groupe de travail sur le quartier chinois, qui a commencé à faire la mobilisation communautaire autour des enjeux reliés spécifiquement au quartier. C'était vraiment relié au territoire. Donc, rapidement, on a découvert que, bon, en tant que simple bénévole, on n'avait pas les compétences ni les connexions pour effectuer un changement, je dirais, à grande échelle, parce que n'étant pas urbaniste, n'étant pas architecte, n'étant pas historien, on avait très peu de levier de pression pour mettre en place des structures qui allaient durer dans le temps pour un changement durable. Donc, on a commencé à recruter des personnes qui avaient justement d'expérience sur le plan urbaniste, qui avaient déjà eu qui comprenaient la machine de la ville, des municipalités, des arrondissements, comment ça fonctionne. Et très rapidement, le groupe a pris l'ampleur et on a pu, dans moins d'un an, ramasser une cinquantaine de bénévoles. On est allé aux médias, on a eu l'appui aussi des résidents, de certains résidents concernés, comme par exemple Jean-Philippe Riopel, qui était le dernier locataire encore résident dans ce qui est maintenant le noyau institutionnel du quartier chinois. Donc, il y a eu une grande mobilisation qui a finalement débouché sur quelque chose d'assez important, qui est la déclaration, premièrement, le classement de plusieurs bâtiments comme avec le statut patrimonial. Donc, le classement de plusieurs bâtiments en tant que bâtiments patrimoniaux et aussi un changement ou une modification au règlement de l'arrondissement qui permettait de limiter, premièrement, de définir le quartier chinois comme une zone administrative spéciale, qui était la première fois qu'une telle chose avait été faite. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vraiment défini c'était quoi le quartier chinois. Est-ce que ça va jusqu'à Bleury? Est-ce que ça va jusqu'à... Là, on le sait et on a fait approuver. Tout le monde est d'accord. Il s'agit du quartier qui est Sainte-Élisabeth à l'est, René-Lévesque au nord, Bleury à l'ouest et Vigier au sud. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a dit, bon, est-ce qu'on peut appliquer des règles spéciaux ici qui font en sorte que la densité et la hauteur des bâtiments qui sont proposés dans ce quartier respectent une certaine uniformité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut limiter les hauteurs pour que les projets de condos comme par exemple VJ1 ou Serenity Condos, qui sont tous les deux des projets qui malheureusement avaient déjà été approuvés avant
l'implémentation de cette loi, mais pour que ces bâtiments-là puissent jamais se refaire, pour que ces constructions-là pourraient jamais se refaire dans les quartiers chinois. Donc, à partir de là, on continuait à éteindre des feux à droite, à gauche, puis on voyait que c'était pas vraiment durable de continuer comme ça, parce qu'on était toute une bande de bénévoles, puis on commençait déjà à aller vers le burn-out. Donc, la décision a été prise collectivement, de fermer le groupe de travail sur les quartiers chinois et fonder 2 organismes officiellement, deux OBNL officiels, qui étaient la table ronde du quartier chinois, qui est une table de quartier qu'on trouve beaucoup à Montréal, au Québec, sauf qu'il n'y en avait pas vraiment un il n'y en avait pas vraiment une pour le quartier chinois. Et donc, qui est un organisme multisectoriel qui représente plusieurs parties prenantes au quartier chinois, puis qui facilite aussi la communication dans les 2 sens entre la ville et l'arrondissement et la communauté. Donc ça, c'est la table ronde qui a été fondée d'abord, puis 6 mois plus tard, on voit la Fondation Jia voit le jour, donc qui est un organisme qui vise à, comme je disais, à promouvoir et d'une certaine façon protéger le patrimoine culturel tangible et intangible du quartier chinois, donc qui continue en quelque sorte le travail du groupe de travail sur le quartier chinois, sauf avec moins un angle de mobilisation communautaire et plus un angle d'établir un groupe de personnes qui étaient compétentes culturellement, qui pouvaient opérer et faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'on voulait plus, on se voyait plus pendant 5 ans éteindre des feux et courir à droite à gauche. On voulait et dire qu'on n'était pas d'accord avec ci, on n'était pas d'accord avec ça. Mais de dire, OK, si on avait notre mot à dire, voici notre vision de ce que les quartiers pourraient être. Donc, de penser proactivement, de penser qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faire de positif et comment on peut faire pour redéfinir le narratif nous-mêmes et prendre contrôle finalement de ces narratifs-là pour reformer les valeurs culturelles autour du quartier chinois. Voilà. Mais c'est formidable. Donc au bout de ce premier volet où vous avez achevé la désignation provinciale, donc le classement des bâtiments, là, vous avez constaté qu'il y avait 2 besoins pour l'avenir. Donc, un besoin de la table ronde, donc d'un organisme qui pourrait parler avec la ville pour comme gérer les questions de gestion. Et puis un deuxième besoin, donc pour ce qui est maintenant la Fondation Jia, donc pour s'intéresser vraiment à la vie culturelle du quartier. C'est ça? C'est pas vraiment s'intéresser à la vie culturelle. Je dirais que Jia, en fait, ça veut dire, ça vient du mandarin. En cantonais, c'est Ga. Et c'est un caractère qui a plusieurs significations, mais qui peut dire maison, mais qui signifie maison, qui a l'air d'une maison, en fait, mais qui signifie aussi famille et home en anglais. Il n'y a pas vraiment de traduction directe en français, mais tout ce qui est comme le foyer, quoi, la maison, à la fois la structure et les gens. Donc, c'est vraiment sur ça que la Fondation Jia travaille. Et à vrai dire, la table ronde, c'est sûr que la table ronde est la voie officielle de communication et d'interaction avec la ville et l'arrondissement, mais c'est sûr que nous aussi, on travaille étroitement avec la ville et l'arrondissement pour faire nos projets
Et on travaille bien sûr avec notre organiseur, la table ronde, pour qu'on se concerte et on s'organise ensemble, qu'on soit alignés dans nos objectifs et nos activités. Donc, on travaille tout ensemble. Mais la Fondation JIA, comme je disais, vraiment, on travaille à la fois sur l'environnement bâti. On essaie de proposer des choses, des solutions pour renouveler le quartier. Et aussi, on travaille sur tout ce qui est offre culturelle, comment reformer les valeurs culturelles du quartier et ainsi créant une espèce de sentiment d'appartenance pour des personnes, que ces personnes-là soient d'origine chinoise ou d'origine asiatique ou non, donnant un sentiment d'appartenance à ces personnes afin qu'ils puissent rejouir du quartier. Donc, dans ce contexte, la Fondation a fait beaucoup de projets artistiques et je crois que vous êtes même artiste vous-même. Donc, quel est le rôle de l'art dans la réimagination du quartier? Ben, je vais reprendre la question. Je pense que c'est une question très importante, mais c'est une question aussi qui s'applique pas juste au quartier chinois. L'art a un rôle à jouer dans n'importe quel quartier, là où on vit, là où les lieux qu'on fréquente, les parcs, les lieux publics, les rues, les ruelles, partout, l'art a un rôle à jouer. Donc ce n'est pas juste au quartier chinois que c'est un rôle à jouer, mais ça se trouve que le quartier chinois, pendant des années, comme je disais, malgré son passé historique et culturel, il n'y avait pas grand offre culturelle dans le quartier. C'est quand la dernière fois que toi, tu es allé voir un show dans les quartiers chinois, ou voir un film, ou voir une conférence, une panel, je sais pas, un spectacle. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Ou bien s'il y avait quelque chose qui se passait, c'était très fermé ou c'était pas vraiment connu à l'extérieur de la communauté. Donc, l'art a pour une grande qualité de réunir et d'inspirer, de nous connecter ensemble, de montrer l'humanité. Donc, ce sont à travers des projets d'exposition, de projection de films, mais aussi de développement de leadership, renforcement de capacité, de rencontres, de simplement avoir des lieux où des personnes peuvent venir, peuvent être et opérer, être actifs dans le quartier, faire des projets, proposer des initiatives. Donc ça va au-delà de juste l'art. On n'est pas nécessairement un diffuseur artistique. On n'est pas juste axé sur le plan artistique et créatif. On est aussi, on est très axé sur l'art, mais de l'art qui a pour but un changement social ou qui propose une vision d'une meilleure future pour le quartier chinois. Donc les deux sont très très interreliés pour nous. Oui, et si je vous ai bien compris, donc il y avait déjà dans les décennies auparavant un exode des gens qui habitaient l'ancien, donc dans le quartier. Donc il y a probablement un besoin de attirer l'attention de faire d'avoir des activités dans le quartier qui font revenir les gens pour focuser sur l'histoire, donc l'importance du lieu comme endroit communautaire. C'est ça? C'est sûr que oui, mais
effectivement, toute activité qu'on peut proposer va ramener du monde, va ramener toutes sortes de monde, hein. Des jeunes, des pas si jeunes, mais des personnes qui peut-être connaissent le quartier, qui ont grandi ici, qui fréquentent plus vraiment le quartier pour différentes raisons, mais ce n'est pas vraiment dans une optique ou dans un but d'augmenter par exemple le tourisme ou d'augmenter l'achalandage économique par exemple du quartier qu'on fait ça. Ce qu'on veut, oui, ce que moi je voudrais aussi, c'est un quartier chinois qui est un quartier vivant, un quartier comme tout autre. Dans quel quartier tu habites, Patricia? Moi, Oui, oui. j'habite à Ottawa, à Canada. OK. Donc, dans ce quartier-là, est-ce qu'il y a des bibliothèques? Est-ce qu'il y a des salles de spectacle? Est-ce qu'il y a des centres sportifs? Est-ce qu'il y a des écoles, des garderies? Oui, oui. Donc, c'est... Voilà. Donc, c'est facile donc, de s'imaginer fonder une famille, avoir des enfants dans ce quartier-là, puis voilà, tout est à proximité. Donc, dans le quartier chinois, pourquoi on se pose la question, pourquoi il n'y a plus de famille? Bien, parce que, à cause de ce que j'ai mentionné avant, la destruction d'un tiers du quartier, du complexe Favreau, le déplacement de milliers de personnes et de commerces et d'opportunités d'emploi et tout ça. Et aussi, bon, le fait que l'administration a commencé à imaginer le quartier chinois comme un lieu touristique plutôt qu'un lieu où les gens vivent. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec nos projets, c'est est-ce qu'on peut renforcer institutionnellement le quartier chinois pour que ça devienne un quartier où on voudrait vivre encore, où les jeunes peuvent venir, où il y a des lieux pour, comme tout autre quartier à Montréal. Il n'y a pas de lieu vraiment pour que les jeunes viennent hang out au quartier. Il n'y a pas vraiment de parc vert où les aînés peuvent venir faire des exercices, jouer au mahjong. Il n'y en a pas. Donc, ça devient très difficile de connecter avec le quartier, à connecter avoir un certain sentiment d'appartenance. Donc, ça va au-delà vraiment d'un but purement d'attirer du monde puis avoir plus de personnes qui viennent au quartier. Voilà. Donc, c'est un grand défi. Vous avez décrit le fait qu'il y avait des pertes d'école, mais aussi une perte de superficie. Et la Fondation GIA s'intéresse au bâtiment, à l'environnement bâti et non bâti du quartier. Donc, comment est-ce que vous-même ont pu imaginer comment cette communauté, cet quartier vivant pourrait être rétabli? Ben, ce qu'on imagine, c'est sur plusieurs plans. Puis, comment est-ce que nous, on imagine la Fondation GIA, c'est-à-dire, ou moi, personnellement? L'un ou l'autre, ou les deux? Mais je trouve que c'est un projet magnifique, mais aussi un grand défi. Oui, non, c'est sûr. Là, je parle vraiment d'une vision. Bon, ça va pas se passer du jour au lendemain, comme on dit au Québec, mais c'est un projet de longue haleine, oui. Et peut-être on ne se rendra pas là. Mais il faut avoir une vision. C'est ça qui anime, qui nourrit l'énergie d'une organisation et qui oriente ses activités. Donc, on a fait l'exercice ensemble, puis c'est ça qui est ressorti comme une des choses qu'on voulait pour le quartier. Ça va se passer à plusieurs plans. Il faut avoir, par exemple, premièrement, il faut qu'on ouvre les portes et qu'on renforce les connexions et les liens intergénérationnels. Il faut établir les liens de confiance. Il faut
prouver un petit peu. Il faut aller à la rencontre des personnes, des aînés, des associations claniques, des personnes qui sont là depuis des décennies, qui ont vu le quartier chinois et comment se transformer au fil des années. Et dire, bon, est-ce que vous voulez venir avec nous? Est-ce que vous voulez participer? Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de collaborer avec des instances municipales pour qu'il y ait une vision commune, pour qu'il y ait un terrain d'entente par rapport à qu'est-ce qui est possible pour le quartier. Parce que ce qu'on a appris avec le groupe de travail sur le quartier chinois, c'est qu'il y a juste on peut aller jusqu'à un certain point en tant que groupe communautaire ou collectif, communautaire, mobilisé, des citoyens. On peut aller jusqu'à un certain point en tant que collectif des citoyens mobilisés. Et au-delà de ça, on a besoin de soutien du gouvernement. On a besoin qu'il y ait un plan. Parce que nous, on crée haut et fort qu'est-ce qu'on veut, mais si on n'est pas écouté, ça va rien changer à long terme. Donc, c'est d'avoir un plan d'action pour le quartier chinois. Et heureusement, il y en a maintenant un. C'est la première fois qu'il y a un plan d'action avec une enveloppe d'argent attachée pour des projets et pour, on pourrait dire, pour le quartier. Et il y a maintenant quelqu'un d'attitré aussi au dossier. Donc, qui s'occupe de gérer des demandes de financement, de faire le lien avec des partenaires sur le terrain. Donc, il y a encore du chemin à faire, mais ils sont un peu plus à l'écoute qu'avant. Ils sont plus au courant de ce qui se passe. Ils savent quels sont les besoins, quelles sont les priorités. Et il y a un plan d'action sur lequel la ville est imputable. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils montrent à la communauté et puis au public aussi sur quoi ils ont dépensé, pourquoi, quel était le choix derrière ça, quels étaient les résultats ou les retombées positives ou négatives. Donc, il y a toutes sortes de choses qui émergent aussi, qui sont positives de cette collaboration entre la ville, l'arrondissement et les organismes qui travaillent dans le quartier chinois. Donc, il y a une désignation provinciale, il y a une reconnaissance de l'arrondissement. De quelle importance sont ces reconnaissances formelles dans le futur du quartier? Donc, est-ce que c'était important d'avoir une désignation historique? Ben oui, c'était important. C'était une victoire. Mais il y a un mais, n'est-ce pas? Donc c'était important et c'était... On était joyeux. On était très, très joyeux quand on a reçu la nouvelle du classement et que le noyau institutionnel du quartier chinois allait être protégé, le bâtiment Wings et Davis & Sons. C'était une grande victoire. Surtout après pas beaucoup d'années, en fait, de mobilisation. Parce qu'il y a d'autres quartiers chinois qui essaient depuis 5, 7, 10 ans d'avoir la même chose que nous, puis nous, on l'a eu dans 2 à 3 ans. Donc, c'est quand même... Il faut se lancer un petit peu les fleurs pour cet effort collectif, encore une fois, qui émanait de toutes sortes qui a été soutenu par plusieurs acteurs de la communauté. Pas juste le groupe de travail sur le quartier chinois, mais des résidents, des aînés, des associations claniques. Donc, c'était une victoire. Et ça a eu comme résultat que les bâtiments n'ont pas été détruits. Donc, ça, c'est déjà une chose. Mais ce n'est pas tout gagné, là, parce que, comme vous le savez sans doute, le classement patrimonial protège le bâtiment physique, mais ne protège pas ce qui est à l'intérieur. Et ce n'est pas nécessairement relié au classement, c'est-à-dire que ce n'est pas la faute de la province.
C'est juste qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme pour protéger ces biens-là dans le même sens que le patrimoine bâti. Et ça, c'est un problème. Donc, ce qui a eu comme résultat que l'édifice Davis & Sons est en train de se faire rénover à l'intérieur pour la rumeur et que ça va être transformé en hôtel, qui nous désole parce qu'il y a déjà une cinquantaine d'hôtels en dedans de 2 km du quartier chinois, donc on n'a pas besoin d'un autre hôtel. Et que tous les histoires, les objets, les trucs précieux qui étaient à l'intérieur de ce bâtiment ne vont pas être préservés. Ou la plupart. Il y en a qui ont été sauvés, qui vont former la collection Wings, mais il y a beaucoup aussi qu'on n'a pas pu sauver. Donc, il y avait des trucs sur les murs même, des affiches, il y avait plein de choses, toutes sortes de choses qui dataient des années 60, 50, 40, que malheureusement, probablement, on ne sait pas comment ils ont transformé à l'intérieur, mais on imagine que on aurait perdu tout ça. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que le classement a visé 2 bâtiments seulement. Il y a d'autres bâtiments historiques qu'il faudrait pour lesquels il faudrait faire l'application, mais qui nécessitent encore beaucoup de travail et d'analyse, de rédaction de l'histoire de ces bâtiments, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs bâtiments, malheureusement, qu'on n'a pas pu protéger avec ce même classement encore. Donc, il y a plusieurs caveats, on pourrait dire, mais en gros, la communauté était contente que ça se passe comme ça. Ça dit long sur le travail qu'on a fait pour faire reconnaître l'importance du quartier chinois dans l'histoire de la ville de Montréal et du Québec. Oui, c'est symbolique à certains niveaux parce que la désignation municipale, ça fait en fait pas grand-chose. Ça ne veut rien dire légalement ou techniquement pour ce qui est de la construction du bâtiment. C'est plus une reconnaissance symbolique. Mais c'est important parce que on veut pas que la lutte pour le quartier chinois soit vue comme une lutte des Chinois. C'est une lutte pour préserver le patrimoine de Montréal et du Québec. C'est aussi important que le Vieux-Montréal. Donc, le fait d'avoir cette reconnaissance généralisée nous encourage beaucoup. Donc, quels sont les changements nécessaires dans le secteur du patrimoine pour mieux soutenir les projets tels que celui dans le quartier chinois? Bien, les changements dans le secteur du patrimoine, encore une fois, je ne suis pas un expert dans le domaine du patrimoine, mais comme je disais, actuellement, le secteur du patrimoine, comme je le comprends, est surtout axé sur la protection du patrimoine bâti, des bâtiments physiques, des monuments, des trucs qu'on peut physiquement analyser, voir. Et donc, on voit que c'est important. Et on ne dit pas que ce travail-là n'a pas de valeur. Le travail a beaucoup de valeur, mais surtout dans le cas du quartier chinois, il existe une richesse inestimable d'objets, d'histoires, de mémoires, de toutes sortes de choses que contiennent les bâtiments, qu'il faut qu'on préserve aussi. Puis actuellement, il n'y a pas vraiment de mécanisme pour déclarer ou pour reconnaître ou répertorier ce genre de patrimoine. Et donc, c'est un petit peu par nos activités qu'on essaie de reprendre ce travail, de représenter l'histoire, de prendre des objets, des histoires, de les capturer, de les montrer, de les exposer, pour que ça perdure dans le temps, pour qu'aussi qu'on réalise la valeur et l'importance de ce type de patrimoine. Donc ça, c'est une chose.
Je pense que l'idée aussi que nous on prend, c'est de ne pas nécessairement préserver le bâtiment ou un bâtiment comme tel. On ne veut pas nécessairement mettre le quartier chinois dans un bocal et ne rien changer. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oh oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on réalise que le quartier est en évolution, la ville est en évolution, on continue à avancer. Et avec cet avancement, il y a toutes sortes de changements. Il y a des générations, des nouvelles générations qui commencent à venir, revenir plutôt au quartier. Donc, comment faire en sorte de faire évoluer le quartier et préserver sa vitalité, tout en honorant la tradition culturelle et l'histoire qu'il y a dans le quartier. Donc ça, c'est un peu notre défi. Comment mettre en valeur le patrimoine sans que ça soit une entrave, sans que ça représente en fait plus d'obstacles que d'autres choses. Donc c'est une situation qu'on voit dans certains cas. Quand les règlements, par exemple pour la rénovation d'un bâtiment patrimonial, quand on est tellement strict sur des éléments de comment poser une fenêtre et tout ça, et les matériaux d'origine, que ça devient extrêmement coûteux de préserver un bâtiment avec son apparence d'origine, que quand le bâtiment finalement est terminé, ça a coûté tellement cher qu'il faut trouver des locataires qui vont louer la place à un loyer beaucoup plus cher, et ce qui amène en fait à une gentrification de cette zone. Donc c'est là où on voit l'influence potentiellement néfaste de certains éléments du patrimoine et la préservation du patrimoine. Ça peut être une force qui va gentrifier le quartier aussi. C'est ça on ne veut pas. Oui. Donc, dernière question. Qu'est-ce que la communauté patrimoniale, ceux qui travaillent ou qui s'intéressent dans le patrimoine, peut faire pour aider à tisser un milieu qui comprend la diversité? Comment devenir plus inclusif? Ça, c'est une question très importante parce que quand on parle de patrimoine, ça ne s'est pas vu de la même façon par tout le monde. C'est le patrimoine de qui ou à qui? Donc, c'est une question qui semble simple, mais qui va très profondément, en fait, dans le colonialisme et ce qui est considéré comme qui est considéré comme ayant de la valeur culturelle. Qui décide de ça? Il y a des enjeux qui sont, on pourrait dire, complémentaires à ça, c'est-à-dire il y a moins de représentation de personnes non blanches dans le secteur, il y a même moins de Chinois, personnes d'origine chinoise. Donc, quand on parle de patrimoine, c'est sûr qu'il y a un certain type de patrimoine qui est véhiculé, qui est mis de l'avant. Et ça, c'est problématique. Et nous, on pense que c'est important de non seulement savoir quoi sauver, entre guillemets, mais pourquoi on le sauve. L'idée avec ce que la Fondation Jia a essayé de faire, c'est de créer un set de valeurs culturelles qui nous permettent d'être un peu plus connectés à comment est-ce que l'environnement bâti interagit avec la communauté. Qu'est-ce que le secteur du patrimoine peut faire pour un enclave ethnique culturelle? Donc, on voudrait vraiment marteler, encore une fois, l'importance de notre patrimoine, le patrimoine du quartier chinois, dans le paysage global patrimonial et que ça soit vu comme tel.
actuellement, on a l'impression que ce n'est pas vraiment. Et ça va de même aussi pour d'autres communautés culturelles à Montréal. Je ne peux pas parler pour le Canada, mais Petite Bourgogne, par exemple, ils ont vécu un petit peu les mêmes choses que le quartier chinois. Donc, je pense que la question de pourquoi est-ce qu'on préserve quelque chose est vraiment reliée aux valeurs culturelles. On ne veut pas que, par exemple, comme on voit dans d'autres quartiers chinois au Canada, que l'emphase soit mise sur juste l'aspect superficiel, l'âge d'or un petit peu du quartier chinois, c'est-à-dire les néons et tout ça. C'est une approche plus axée sur davantage sur l'économie puis l'aspect touristique du quartier. Donc on pense qu'en s'alignant avec des valeurs qui promulguent une identité culturelle qui est propre au quartier chinois, ça nous permet d'aller plus loin dans la préservation et la promotion de ce patrimoine-là. Et actuellement, c'est difficile de le faire de la façon que le secteur existe actuellement. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Puis je crois que des initiatives comme ce podcast, comme d'entendre d'autres initiatives, d'autres approches à comment est-ce qu'on peut repenser le patrimoine de façon plus radicale, va être un pas dans la bonne direction. Merci beaucoup. Parker, ce fut un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je vous remercie. Le Patrimoine Vie est produit en anglais et en français et est disponible partout où vous écoutez vos balados. Suivez-nous sur votre plateforme de balado-diffusion préférée pour ne jamais manquer un épisode et découvrir comment la conservation du patrimoine est plus que vous n'en attendez.